Ligne droite, la table ronde, Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte Dutreuil. Bonjour Maude et puis bonjour à tous les auditeurs, ravis de vous retrouver pour ce premier jour de la semaine. Alors on va parler de l'AfD puisqu'hier en Allemagne, le parti signait une percée historique aux élections régionales avec 32,8% des voix. Le parti s'est largement imposé en Thuringe où il progresse de 9,4 points par rapport à 2019. En Saxe, l'AfD recueille 30,6% des suffrages et talonne les conservateurs de la CDU qui ont obtenu 31,9%. Le score de ces scrutins doit probablement beaucoup à l'actualité. Le triple meurtre de Solingen ayant provoqué un vif émoi à travers le pays et relancé les débats sur l'immigration. Quoi qu'il en soit, ces scores représentent un nouveau coup dur pour la coalition d'Olaf Scholz à un an des élections législatives. Alors pour analyser ces chiffres plus en profondeur, puis tenter de décrypter surtout la nouvelle place que se taille l'AfD dans le paysage politique allemand, nous recevons ce matin Lionel Balland, spécialiste de l'actualité des partis patriotiques en Europe. Bonjour Lionel Balland. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être parmi nous. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer le rôle de ce scrutin dans la politique allemande, puisque c'est un peu différent de ce qui peut se passer en France? Et donc, l'Allemagne est un État fédéral. L'Allemagne compte 16 États. Et dans 2 de ces États, un scrutin a eu lieu hier. Le 22 septembre, un scrutin aura lieu également dans le Brandebourg. Donc, ce sont les élections qui sont quelque part les plus importantes, puisque l'Allemagne est un État fédéral. Ce sont les États fédérés qui sont les véritables entités qui composent cet État. La Thuringe est un petit État qui compte 2 millions d'habitants. La Saxe compte 4 millions d'habitants, alors qu'au total, l'Allemagne compte 80 millions d'habitants. Donc, il s'agit de 2 États de l'Est, donc, où les gens ont connu le communisme il y a 33 ans d'ici. Ce sont donc 2 États de l'Est qui ne pèsent pas beaucoup au niveau de leur population, mais ce sont des États au même titre que les autres. Et le fait que des résultats pareils soient tombés pose un problème au système politique allemand dans son ensemble. Surtout que l'AfD, donc le parti nationaliste, a obtenu une minorité de blocage non seulement en Thuringe, mais maintenant les résultats sont tombés pendant la nuit, également en Saxe. Donc ça veut dire que dans ces 2 assemblées, l'AfD pourra bloquer un certain nombre de choses, des réformes constitutionnelles, donc chaque État dispose d'une constitution, mais également l'AfD pourra y mettre son veto à la nomination d'un certain nombre de gens, notamment des magistrats, mais également leurs représentants d'instances qui surveillent l'Office de protection de la Constitution, c'est-à-dire les services secrets qui persécutent l'AfD. Donc nous allons nous retrouver dans une situation assez amusante où l'AfD va pouvoir bloquer les nominations dans des instances qui surveillent les services secrets qui persécutent l'AfD. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'AfD. C'était vraiment leur but principal, c'est d'obtenir une minorité de blocage. Et dans les 2 États, ils l'ont obtenu. Quand vous dites que les services secrets persécutent l'AfD, ça m'interpelle. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que l'Allemagne est une démocratie à l'intérieur de rails. Si vous êtes hors des rails, vous êtes persécuté. Que vous soyez hors des rails sur la gauche, hors des rails sur la droite ou hors des rails d'un autre côté, peu importe, vous devez rester dans les rails. Donc, si vous êtes classifié par l'Office de protection de la Constitution comme étant hors des rails, automatiquement, vous êtes persécuté. Donc, il y a différents niveaux de classification. Ça peut évoluer au fil du temps. Il faut également bien dire que chaque État dispose de son office de protection de la Constitution, mais qu'il y a également un office fédéral de protection de la Constitution. Mais les offices des différents États de protection de la Constitution ne sont pas sous la coupe de l'office fédéral. Simplement, ce qui se passe, c'est que si vous êtes actif au niveau de toute l'Allemagne, ce sera l'Office fédéral de la Constitution qui va s'occuper de votre cas. Si vous êtes actif, par exemple, en Saxe, ce sera l'Office de Saxe de protection de la Constitution qui va s'occuper de votre cas. Et donc, il y a 3 étages de classification. Et selon la classification qui vous est octroyée, vous subissez différents types de persécutions. Dans le cas le plus grave, les services secrets sont habilités à introduire des informateurs et des provocateurs, par exemple, dans votre parti politique ou dans votre association, et de créer des troubles. Donc, on a vu, il y avait un parti radical qui s'appelait le NPD,
il y a eu une demande auprès de la Cour constitutionnelle d'interdiction du NPD. Ça a été refusé par la Cour constitutionnelle parce qu'elle a dit que le parti était tellement infiltré par des informateurs qu'on ne savait pas si les propos tenus étaient l'œuvre de militants réels ou d'informateurs. Donc, les offices de protection de la Constitution peuvent euh, avoir quand même un certain pouvoir, Ouais. surtout qu'il y a des gens qui sont fonctionnaires, par exemple des policiers ou des fonctionnaires d'autres types. Et si ils sont membres d'un parti qui est classifié euh, comme étant anticonstitutionnel, ça peut leur amener des ennuis aussi dans leur profession. Bon, en vous écoutant, on a l'impression d'être dans un roman d'espionnage. Ce scrutin, Lionel Ballon, il était donc très symbolique pour l'AfD et il a beaucoup surpris, en tout cas dans la presse française. Tout le monde s'extasiait en expliquant. Alors, s'extasier, c'est peut-être pas très juste comme terme, puisque les gens ont plutôt tendance à être inquiets par cette percée de l'AfD. Et tout le monde, la plupart des articles commencent avec cette phrase: c'est la première fois qu'un parti d'extrême droite arrive en tête depuis l'après-guerre. Est-ce que ça signe le retour aussi d'une certaine catégorie d'idées, une certaine catégorie politique en Allemagne? Est-ce que ce sera de façon durable? Il faut toujours bien distinguer l'Est de l'Allemagne qui a connu le communisme de Mm. l'Ouest de l'Allemagne qui n'a connu que le capitalisme. Dans l'Est de l'Allemagne, la situation est très différente. Les gens ont d'autres idées et surtout, ils ont appris à résister. Ils ont connu le communisme, ils ont dû se soulever contre le communisme au péril de leur vie. Ils sont descendus en 1989 dans la rue. Et puis maintenant, 3 ans après la chute du communisme, ils se rendent compte que l'Allemagne n'est plus vraiment une démocratie, qu'il y a une répression massive de l'opposition idéologique, que les gens ne sont plus habilités à dire ce qu'ils ont envie de dire, etc. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une réaction dans l'Est de l'Allemagne qui se marque non seulement par la montée en puissance du parti patriotique AfD, qui dans l'Est de l'Allemagne est clairement nationaliste, mais il y a également eu la percée d'un autre parti, Oui, on va qui y est un venir. parti de gauche anti-immigration, le BSV. Mm. Donc, non seulement l'AfD a gagné les élections en Thuringe, elle est arrivée deuxième en Saxe, mais elle a la minorité de blocage, comme je viens de le dire. Mais en plus, il y a un discrédit complet du système politique, parce qu'en Thuringe, fondamentalement, 2 tiers des gens ont voté contre des partis anti-système. Ouais. Le parti nationaliste AfD, la gauche anti-immigration BSV, mais aussi le parti post-communiste Die Linke, qui est l'héritier direct du parti qui gouvernait l'Allemagne de l'Est à l'époque du communisme. Et les gens qui sont dans ce parti entourage, ce sont vraiment des gens qui étaient engagés dans le communisme à l'époque de la République démocratique allemande. Donc 2 tiers des gens ont dit non au système actuel en place. Mm. Est-ce que vous pensez que les sociodémocrates, et puis plus précisément même Olaf Scholz, pourra encore prétendre justement une certaine crédibilité sur la scène politique allemande après un tel résultat? De toute façon, ce résultat est la conséquence du fait qu'Olaf Scholz n'est pas crédible. Le gouvernement en place à Berlin est rejeté massivement par la population. C'est un agglomérat de 3 partis, les sociodémocrates, les Verts et les libéraux, mais idéologiquement, ce sont les Verts qui sont dominants. Et ces gens conduisent une politique qui est celle de la petite bourgeoisie des villes, qui a quand même relativement les moyens financiers et qui est imposée au peuple, qui fondamentalement n'est pas financièrement en mesure d'aborder ses coûts. Par Mm. exemple, on vous demande en matière de chauffage, une pompe à chaleur, etc. Donc le peuple rejette ça. C'est comme l'immigration. Ce gouvernement laisse venir n'importe qui faire n'importe quoi en Allemagne. La population n'est pas d'accord, surtout quand vous voyez les conséquences au niveau, par exemple, des statistiques, alors qu'il y a 12% d'étrangers en Allemagne, 40% des délits graves sont commis par les étrangers. Ce sont les statistiques officielles de la BKA, Ouais. l'Office criminel fédéral. D'ailleurs, quand vous allez à Francfort, sur le Main en S, là, vous avez carrément une statistique officielle qui vous indique que 100% des agressions sexuelles graves viennent des étrangers. Donc, la Ouais. population n'est pas contente. Il y a tout le temps des attaques au couteau, des viols, etc. Bon, je veux dire, Angela Merkel a laissé vraiment venir n'importe qui en Allemagne faire n'importe quoi. Mm. Alors justement, on l'a évoqué en introduction, le triple meurtre au couteau de Solingen qui a relancé justement les débats sur l'immigration. Le suspect est syrien, il s'était soustrait à une expulsion du territoire allemand. Est-ce que vous pensez que cet événement était décisif dans la victoire donc de l'AfD, ou bien est-ce que de toute façon, même sans cela, l'AfD pouvait s'attendre à un excellent score?
Oui, ce cas a été médiatisé à Solingen, surtout parce que c'était un attentat visiblement islamiste. Mais Ouais. des attaques comme ça, il y en a tout le temps. Maintenant, c'est un mort, c'est trois blessés, c'est pas spécialement plusieurs morts. Mais il y a tout le temps des attaques, il y a tout le temps des histoires de viol aussi. Bon, les gens n'en peuvent plus. En plus, même si la presse considère chaque fois qu'il s'agit d'une sorte de cas isolé, la population finit quand même bien par se rendre compte que c'est un problème massif. Et de plus, quand je me promène en Allemagne en train, je vois tout le temps dans les gares, dans les trains, des gens qui ne sont pas d'origine européenne, qui sont complètement fous, il faut bien dire ce qu'il y a, qui font n'importe quoi. Et ces gens ne sont pas expulsés. Mm. Il n'y a pas vraiment d'expulsion, sauf évidemment le jour avant les élections, enfin, le vendredi avant les élections, là, subitement, le gouvernement a annoncé qu'il rapatriait 28 Afghans, juste pour couper un peu l'air sous les pieds de l'AfD. Ouais. Vous qui avez une vision plus générale de l'Europe et de tous ces partis patriotes qui émergent, est-ce que vous avez l'impression que la question de l'immigration va réellement s'imposer, là où avant la droite devait lutter justement pour l'amener au cœur des débats? Aujourd'hui, vous l'avez dit, on a un parti de gauche qui s'en empare également et qui affirme s'y opposer assez vivement. Est-ce que vous pensez que désormais la politique en Europe va tourner autour de cette question? Et la question de l'immigration est devenue une question clé un peu partout en Europe, même où les partis patriotiques ou nationalistes ne sont pas puissants. Tous les partis maintenant sont confrontés au fait qu'il y a des problèmes avec un certain nombre de migrants. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a tout le temps des arrivées de migrants clandestins. Et donc, ça devient un problème de plus en plus important, un problème qui touche les gens dans leur vie quotidienne. Vous vous promenez près des gares dans un certain nombre de villes d'Europe, il y a des problèmes avec des migrants qui sont arrivés illégalement et qui passent leur journée auprès enfin, près de la gare et qui ne savent même pas ce qu'ils font en Europe. Ouais. Donc, le problème principal, il est là, c'est qu'en Asie et en Afrique, il y a des jeunes hommes qui ont 20-25 ans, qui veulent absolument venir en Europe. Une fois qu'ils sont ici, ils n'ont aucun projet. Alors que, par exemple, les migrants qui venaient en Allemagne il y a longtemps, par exemple, les Turcs qui venaient en Allemagne pour travailler, ceux qui arrivent maintenant, ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire. Donc, ils traînent près des gares et pour finir, bah oui, il y a des problèmes de délinquance, Mm. etc. Le co-dirigeant du parti donc de l'AfD au niveau national, Tino Chouprala, a annoncé qu'il s'agissait, donc ces résultats, d'un mandat clair pour gouverner. Est-ce que vous pensez que l'AfD pourrait prendre la tête d'un futur gouvernement, ou bien est-ce que, comme en France, les jeux d'alliance vont jouer contre le camp patriote? Mais les autres partis ne veulent pas pour le moment de l'AfD. Ouais. Il va y avoir les élections au Brandebourg le 22 septembre. Donc, je ne pense pas qu'avoir les élections du Brandebourg, il y aura un changement. Maintenant, après les élections du Brandebourg, il va falloir de toute façon trouver une solution. Et au vu des résultats en Thuringe et même en Saxe, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Donc, dans un État comme la Thuringe, soit l'AfD, c'est-à-dire le Parti nationaliste, gouverne avec la gauche anti-immigration BSV au sein d'une sorte de front transversal, soit euh, la CDU, donc le Parti démocrate chrétien, les conservateurs, si vous voulez, devra aller avec les deux partis très à gauche, c'est-à-dire le parti post-communiste Die Linke et le parti anti-immigration de gauche de Mme Wagenknecht, le BSV. Mm. Peut-être qu'ils ne gouverneront pas ensemble, mais ils devront se tolérer, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un gouvernement CDU soutenu de l'extérieur par les deux partis forts à gauche, ou l'inverse, les deux partis forts à gauche soutenus de l'extérieur par la CDU. Dans tous les cas, ils devront trouver une solution. Et déjà, en Thuringe, auparavant, il y avait eu une sorte de solution du genre, puisqu'on était face à un gouvernement dirigé par Bodo Ramelow, qui est un post-communiste de Die Linke, avec les écologistes et avec les libéraux du FDP. Et ce gouvernement minoritaire était toléré par les démocrates chrétiens de la CDU. Donc on va aller au minimum vers ça, c'est-à-dire vers un gouvernement minoritaire toléré par les autres, ou soit vers une coalition. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le BSV, le parti anti-immigration de Mme Wagenknecht, va accepter finalement, même si jusqu'à présent il n'a pas voulu le faire, d'aller d'une manière ou d'une autre avec les nationalistes de l'AfD. Et il faut quand même bien souligner que ce phénomène est assez extraordinaire parce que ce parti, le BSVW, si vous voulez, de Mm. Mme Wagenknecht, a été fondé il y a un an et il arrive dans les deux États à un score à deux chiffres. Ouais. Mme Wagenknecht est une sorte de superstar de la politique allemande et son mari, Oscar Lafontaine,
étaient des grands poids lourds de l'aile gauche du Parti social-démocrate. Et donc, ils sont arrivés en quelque sorte à réaliser un exploit. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau d'avoir deux partis, plutôt de droite et plutôt Ouais. de gauche, anti-immigration, qui ensemble arrivent à des scores pareils, c'est autour de 50%. Hmm. Pardon, Non, pardon, allez-y. allez-y, ma pauvre Autant fleur. pour moi. Lionel Balland, simplement pour comprendre, je ne sais pas si c'est comparable, mais l'AFD, c'est l'équivalent de quel parti en France? Mais il n'y a pas d'équivalent parce que la culture allemande est différente. Et donc, l'AfD est un parti qui est adapté à l'Allemagne et au système politique allemand, alors que le Rassemblement national ou Reconquête sont adaptés au système politique français et Hmm. à la culture française. Donc, il est difficile de comparer les deux pays et les deux cultures. Surtout que dans l'Est de l'Allemagne, l'AfD, même dans l'Ouest, s'est prononcée pour la rémigration, alors qu'en France, Marine Le Pen ne veut pas de la rémigration. Et M. Zemmour, lui, il est plutôt favorable à la rémigration. D'accord, donc c'est un mélange des deux, Hmm. presque, on va dire. Est-ce que vous pensez, Lionel Balland, que c'est donc ces deux partis qui percent avec un programme anti-immigration pourraient imposer justement ces décisions au gouvernement? Est-ce que ça pourrait forcer justement les démocrates à accepter de traiter cette thématique à travers un certain prisme? Oui, précisons que les autres partis sont aussi démocratiques. Ouais. Donc, simplement, les partis du gouvernement sont sous pression, mais ils sont déjà sous pression de toute façon, même sans le résultat de ces élections, parce que la population en a ras-le-bol de l'immigration. Je veux dire, c'est une immigration qui est incontrôlée, il n'y a pas d'expulsion de gens à problème, donc la population en a ras-le-bol. Et de toute façon, le gouvernement va devoir aller vers une politique migratoire plus restrictive, même s'il ne le veut pas. Mais même les écologistes, à un moment donné, sont obligés Ouais. d'accepter qu'on expulse finalement des gens qui posent des problèmes graves à la société. Même Madame Baerbock, qui est le ministre des Affaires étrangères et qui est écologiste, a dû finalement accepter que dans certains cas, on expulse des gens, parce que c'est plus possible de rester sans expulser. Oui, donc quand bien même finalement l'AfD ne pourrait pas remporter les législatives ou bien s'imposer au gouvernement, finalement elle impose quoi qu'il arrive ses idées sur la scène politique allemande. Donc c'est une Oui, immense victoire bien au-delà des chiffres. oui, c'est une immense victoire et la Thuringe devient également un énorme problème pour le système politique allemand, puisque c'est un État qui est dans une situation soit proche de l'ingouvernabilité, soit un État qui connaîtra une alliance, comme je l'ai dit, soit entre l'AfD et la gauche anti-immigration du BSV, soit entre la CDU et deux partis très à gauche. Hmm. Donc, dans tous les cas, la Thuringe, qui ne compte que 2 millions d'habitants, va poser un problème au système politique en place. Il faut quand même rappeler qu'auparavant, il y avait un membre du Parti libéral FDP qui avait été élu ministre-président avec les voix de la CDU, donc le Parti démocrate chrétien, mais également les voix de l'AfD. Madame Merkel, qui est à l'époque chancelière, était intervenue depuis l'Afrique du Sud où elle était en visite pour demander la démission de l'élu libéral. Et finalement, la dauphine de Madame Merkel était tombée politiquement en Thuringe parce qu'elle avait voulu imposer aux élus de son parti de Thuringe de voter pour qu'il y ait de nouvelles élections qui soient organisées. Les élus avaient refusé parce qu'ils tenaient à leur mandat, à leur salaire. Ils ne voulaient pas prendre de risques. Et donc, la dauphine de Mme Merkel était tombée là-bas. Donc, la Thuringe, même si elle ne compte que 2 millions d'habitants, est un problème pour l'ensemble du système politique allemand. Hmm. On va prendre un peu de hauteur et parler à l'échelle de l'Union européenne. Lionel Balland, est-ce que ce nouveau score pour l'AfD, ça pourrait renforcer son rôle, notamment à travers le groupe ENS? De toute façon, la FD dispose de son groupe et au sein du groupe, elle a 14 députés. Donc, de toute façon, c'est la FD qui est le poids lourd au sein de ce groupe-là. Donc, ça ne va pas changer son statut. Mhm. Donc, ça ne change rien du tout. Maintenant, c'est bien pour eux, mais je veux dire, Ouais. les autres partis qui sont autour d'eux ne vont pas considérer qu'il y a une différence. Et aux yeux des autres partis, des autres groupes, est-ce que vous pensez que, par exemple, le groupe des Patriotes pourrait regretter de ne pas avoir intégré l'AfD dans ses rangs? On sait qu'à l'époque, ça avait posé problème parce qu'il y avait eu différentes polémiques justement autour de l'AfD. Est-ce qu'après coup, il pourrait regretter cette décision? Mais je ne pense pas, puisque tant que les partis sont dans un groupe, ils sont contents. Donc, qu'il y ait trois groupes au Parlement européen
constitué de patriotes, plus le groupe du PPE qui parfois contient l'un ou l'autre parti patriotique. Le groupe du PPE, c'est le groupe démocrate chrétien. Le fait qu'il y ait ces trois groupes-là, ça ne pose pas de problème. Ça a même plutôt un avantage dans certains cas. Donc, avoir une union de tous les partis, de tous les groupes, pardon, de tous les partis patriotiques d'Europe au sein d'un groupe, ce n'est pas très important, puisque de toute façon, chacun trouve sa place dans un des groupes. Ouais. Et le clivage principal pour la formation des groupes, c'était quand même le positionnement par rapport à la guerre en Ukraine. En ce sens que le groupe ECR est un groupe qui est pour le soutien à l'Ukraine, alors que le groupe dans lequel se trouve le Fidesz de M. Orban, le Rassemblement de Marine Le Pen, c'est un groupe qui est plutôt neutraliste, qui est plutôt pour l'arrêt de la guerre. Donc, c'était le clivage principal. Et l'AfD, quand elle a formé son groupe, ils avaient déjà commencé en sous-main, parce qu'il y avait déjà eu la déclaration de Budapest qui avait été réalisée un an auparavant, etc. Donc, ils avaient déjà quand même cette option-là qui était en cours. C'est Maximilian Krau qui avait décidé en sous-main de fonder ça. Et donc, chacun a son groupe et chacun est content. Et ça n'empêche pas tous ces partis-là de voter ensemble quand ils le désirent au Parlement européen. Et donc là, concrètement, l'AfD, vis-à-vis de l'Ukraine, est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle dans cette guerre? Et dans quel sens? Oui, ben, il y a l'AfD, mais il y a aussi le BZSW, le Ouais. parti anti-migration de gauche de Mme Wagenknecht. Mme Wagenknecht est totalement contre la guerre, contre l'envoi d'armes allemandes en Ukraine, contre l'envoi d'argent en Ukraine. Elle emploie une rhétorique qui est proche d'ailleurs de celle de M. Trump, c'est-à-dire qu'elle considère qu'il y a assez de problèmes en Allemagne, qu'il faut que l'Allemagne consacre son argent aux Allemands et à ce qui se passe en Allemagne plutôt que d'envoyer de l'argent pour faire une guerre en Ukraine et tuer des gens. Et Mme Wagenknecht, donc, elle ne veut pas du tout d'armes américaines, notamment de missiles longue portée en Allemagne. Et donc, ça a une influence aussi sur l'AfD. L'AfD qui n'est quand même pas positionnée de cette manière-là. L'AfD est contre la guerre aussi. Mais Mme Wagenknecht va encore plus loin. Alors, c'est un peu Donc, surprenant parce que vous nous avez parlé du rôle de la peur du communisme, de ce souvenir qui était resté ancré dans les populations. Aujourd'hui, voir justement la Russie qui s'avance en territoire ukrainien, ça pourrait effrayer des électeurs allemands justement qui vivent avec ce souvenir de l'URSS, non? oui, curieusement, 3 ans après la chute du communisme, les gens dans certains pays, comme dans l'Est de l'Allemagne ou comme en Slovaquie, n'ont pas du tout l'air effrayés par un retour de la Russie, alors que dans d'autres pays, les gens le sont fortement. Par exemple, en Pologne ou dans les pays baltes, les gens ont peur. Dans l'Est de l'Allemagne ou en Slovaquie, pas. Donc, chaque pays a un peu sa propre conception par rapport à la question. Mais je pense fondamentalement que les Allemands n'ont pas peur d'un retour militaire de la Russie venant Non. occuper l'Allemagne. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui l'AfD pourrait aussi s'atteler à développer un programme politique justement en lien avec les autres partis patriotiques européens? C'est quelque chose que beaucoup d'électeurs européens, qu'ils soient français, néerlandais ou peut-être du coup allemands, pourraient souhaiter? De toute façon, chaque parti doit être adapté à son pays. Maintenant, il y a certains sujets qui peuvent être traités en commun, mais ce qui compte avant tout pour un parti, c'est vraiment de correspondre à son pays et de correspondre à ses électeurs, même au niveau local, parce qu'il peut y avoir des différences à l'intérieur d'un même pays entre les différents endroits. Et donc, c'est vraiment ça le plus important. Maintenant, il peut y avoir évidemment des contacts et il peut y avoir des relations, mais tant que la guerre sera en cours en Ukraine, il ne sera pas possible d'avoir une fusion des groupes. Ça, ce n'est pas envisageable. Hmm. On a évoqué plusieurs fois pendant cette interview le cas du Brandebourg. Aujourd'hui, que disent les sondages, Lionel Balland? Est-ce que l'AfD pourrait remporter ces élections également ou bien est-ce que c'est plus incertain? Le Brandebourg est une zone qui est un peu différente parce qu'elle est autour de Berlin. Berlin est un État, le Brandebourg qui est autour. Et donc, Berlin, c'est une ville au sein de laquelle l'AfD a plus de difficultés à obtenir des résultats, parce que c'est Ouais. une ville un peu mondialisée. Mais le Brandebourg va voir également un très bon résultat pour l'AfD et également pour le BSW. Hmm.
Lionel Balland, on a vu qu'en France, avec la montée du Rassemblement national en particulier, il y a eu de nombreuses manifestations, parfois des émeutes. Est-ce qu'en Allemagne, avec cette victoire de l'AfD, on a vécu la même chose ou pas du tout? Quelle a été la réaction des Allemands? Oui, il y a eu à Erfurt, la capitale de la Thuringe, une manifestation contre les résultats de l'AfD. Mais samedi, j'étais au meeting de l'AfD à Erfurt en Thuringe. Je parlais avec Stéphane Müller, qui est le coprésident de l'AfD de Thuringe. L'autre coprésident, c'est Björn Höcke. Et je lui dis, est-ce que tu n'as pas des problèmes ici? Est-ce qu'on ne te brûle pas ta voiture? Est-ce qu'on ne te brûle pas ta façade, etc. Il me dit, non, non, non. Moi, je me promène dans ma ville sans problème. Les gens sont d'accord avec moi. Donc, je pense que c'est la principale différence entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. C'est que dans l'Est de l'Allemagne, les nationalistes, ils sont comme un poisson dans l'eau, alors que dans l'Ouest de l'Allemagne, c'est très difficile pour les nationalistes, surtout dans certains endroits, comme par exemple dans le Nord-Ouest. Pour quelqu'un qui est membre de l'AfD, c'est très difficile parce qu'il va être attaqué physiquement, on va lui attaquer sa voiture, la façade de sa maison, il va avoir des problèmes professionnels, etc. Alors que dans l'Est, pas du tout. Donc, c'est Il y a vraiment presque une tout le vraie monde. différence de culture, en fait, entre les deux. Voilà, oui, c'est vraiment, on peut dire que l'Allemagne est toujours, le mur est toujours dans les têtes. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux Allemagnes. Et une fois, je discutais avec un statisticien et il me dit, je compile des données dans différents domaines, un peu sur tout. Et chaque fois, l'ancien rideau de fer apparaît à l'intérieur de l'Allemagne. Donc vraiment, dans tous les domaines, il y a toujours deux Allemagnes. Et il y a même quelqu'un qui a écrit un livre en prétendant que maintenant, l'Est et l'Ouest de l'Allemagne ne se rapprochent plus, mais s'écartent l'un de l'autre de plus en plus. On voit à travers ce vote, vous l'avez dit, la volonté des électeurs allemands de rompre avec le système politique en place, en tout cas le parti actuellement en place au gouvernement. Est-ce que lorsque le co-dirigeant de l'AfD explique qu'il est prêt à tendre la main aux autres partis pour travailler en collaboration avec eux, c'est pas un pari risqué? Est-ce que justement ce qu'attendent les électeurs allemands, ce n'est pas une rupture totale justement avec cette caste politique en place? Ouais, c'est toujours le problème pour les partis anti-système, c'est quand ils doivent s'allier et qu'ils s'allient avec des partis du système, ça ne se passe pas trop bien pour eux. À moins qu'ils soient le parti premier, le parti dominant, parce qu'on le voit maintenant avec Madame Meloni en Italie. Madame Meloni est arrivée avec son parti première, et donc c'est elle qui a la main sur le gouvernement. Et Forza Italia est un partenaire moins important, et aussi la Ligue. Donc dans ce cas-là, Madame Meloni peut maintenant avoir vraiment la main sur le gouvernement. Alors que quand un parti patriotique ou nationaliste est le partenaire junior, en général, il a beaucoup de difficultés. On l'a vu par exemple en Autriche, plusieurs fois le FPÖ a été impliqué dans le pouvoir, aussi le BZE à l'époque de Horkheimer. Ils ont eu difficile parce que le Parti conservateur est un parti qui est établi, qui dispose de fortes structures, alors que le FPÖ a des structures faibles. Mm. Donc, c'est toujours le même problème. Pourquoi est-ce que le FPÖ a des structures faibles? Ben, parce que oui, il y a une certaine répression de la société. Donc, si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, haut fonctionnaire, vous n'allez pas aller dans le parti patriotique, sinon vous allez subir une répression. Donc, c'est toujours difficile pour les partis patriotiques d'être partenaire junior dans un gouvernement. Par contre, quand il devient le premier parti, comme c'est le cas en Italie, et comme ça va probablement être le cas bientôt lors des élections législatives en Autriche, à ce moment-là, la donne est différente, puisqu'il peut arriver à obtenir le poste de Premier ministre et à poser son agenda. Hmm. Il nous reste quelques minutes, Lionel Balland. Une dernière question sur les polémiques justement qui étaient venues alourdir les épaules de l'AfD. Est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression que ça n'a eu aucun point dans le résultat de ces élections qui ont eu lieu donc hier? Est-ce qu'on doit y voir le signe que le parti a su se débarrasser de ces polémiques, ou bien est-ce qu'on doit plutôt y voir un signe que le peuple n'accorde plus autant d'importance qu'avant au discours visant à diaboliser systématiquement les candidats à droite de l'échiquier politique? Mais la diabolisation continue. Ben, par exemple, quand j'étais avec Stéphane Müller à Erfurt samedi, il y a TF1 qui était là, et ils l'ont interrogé. Ce qui les intéressait, c'est le fait que Björn Höcke ait eu des problèmes avec la justice pour avoir déclaré tout pour l'Allemagne. Hmm. Donc, ils n'ont interrogé que là-dessus. Donc, le but de la presse, c'est toujours de diaboliser. Et comme vous l'avez dit, ils nous expliquent que c'est la première fois depuis 1945, blablabla, etc. Donc, la diabolisation est toujours en cours, elle est massive, mais l'AfD a un contact avec la population. Tous les jours, les élus de l'AfD travaillent le terrain. Et ce qui est bien aussi dans l'Est, c'est qu'ils ont quand même de nombreux cadres.
parce qu'ils sont comme un poisson dans l'eau. Alors que dans l'Ouest, c'est très difficile pour les gens d'être membres de l'AFD. Donc l'AFD a beaucoup plus de problèmes pour trouver des cadres. Et donc là, ils ont de nombreux cadres qui travaillent le terrain et beaucoup de gens sont d'accord avec eux. Il y a Ouais. ceux qui votent pour l'AFD, mais il y a aussi des gens qui ne votent pas spécialement pour l'AFD, mais qui sont quand même d'accord avec eux, parce que la majorité de la population ne veut pas une immigration incontrôlée. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou, cette histoire d'inonder le pays de migrants, sans même savoir qui ils sont réellement, qui viennent, et pour certains d'entre eux, qui font n'importe quoi. Donc, il y a quand même un consensus dans l'Est de l'Allemagne auprès d'une large couche de la population pour ne pas être d'accord avec la politique migratoire actuelle, voir la politique par rapport à la Mm. guerre en Ukraine, et voir la politique écologiste par rapport au climat. Hmm. Oui, donc finalement, cette victoire, on peut conclure en expliquant que c'est quand même un signal fort, même pour tous les partis patriotiques européens, un signe que la diabolisation fonctionne de moins en moins, et puis que le peuple appelle justement à du changement. On peut s'en réjouir. Merci beaucoup, Lionel Balland, d'avoir Merci été aussi. parmi nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'actualité des partis patriotiques en Europe. À très bientôt.